C'est l'heure. Bienvenue au rendez-vous de l'histoire. Ça a déjà commencé depuis hier, mais le gros des groupes arrive doucement, c'est-à-dire du public passionné par les sujets qui sont traités dans cette cette université populaire. Nous recevons aujourd'hui d'ailleurs ici dans l'amphi 2 de l'université de Tours une universitaire d'une autre université, celle de la Sorbonne, que nous évoquons de temps en temps sa création au XIIIe siècle, ici ou là dans les classes d'Hippocagne, de Cagnes, du Capès et d'Agrègue. Claude Gauvard, c'est un immense honneur de vous recevoir une fois de plus au rendez-vous de l'histoire. Et vous êtes professeur émérite d'histoire du Moyen-Âge à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes membre senior honoraire de l'Institut universitaire de France. Vous êtes une très grande spécialiste de l'histoire de la justice, de la criminalité et plus largement bien, de l'histoire politique et sociale des XIIIe, XIVe et XVe siècles. Bien évidemment, je suis très réducteur car vous avez aussi bien d'autres spécialités qui vous permettraient d'aborder le début de l'époque moderne et même la période 11e, 12e siècle, car on ne comprend pas, vous le dites vous-même, le XIIIe siècle si on n'a pas bien étudié le XIIe siècle à l'évidence. Vous avez publié de nombreux livres et manuels de référence sur le Moyen-Âge, lus par des milliers d'étudiants, de professeurs, je dis ça sans basse flagornerie, mais aussi par un public bien plus large encore. Ici réunis, certains ont passé la régression devant vous à quelques reprises dans les années 80, 90, 2000, et d'autres vous ont lu amplement pour préparer des cours ou simplement pour apprendre des éléments nouveaux sur le Moyen-Âge. Vous publiez donc aux presses universitaires de France Condamné à mort au Moyen-Âge, un ouvrage de, allez, je dois le dire, pour moi de très grande qualité qui s'appuie sur des sources très riches, nous y reviendrons si vous voulez bien. D'abord, première question, allons-y, et puis on donnera la parole au public pendant un quart d'heure en fin d'intervention, si vous voulez bien. La première question que je voulais vous poser, c'est évidemment basique, hein, comment cette idée de réunir votre connaissance sur la peine de mort vous est venue? Alors, je voudrais quand même vous remercier pour cette présentation. Vous nous entendez en haut ou pas? C'est un peu juste. Ah, le technicien. Est-ce qu'on peut en monter? Le premier réglage, dimanche, ce sera chaud. Bon, on commence et puis la voix porte. Je voudrais quand même commencer par remercier ce présentateur si élogieux, qui effectivement m'a connu dans d'autres circonstances, puisqu'il était de l'autre côté du jury, n'est-ce pas? Voilà. Et j'ai oublié. Mais ça devait être très bien. Alors, d'abord, je voudrais vous dire aussi à quel point je suis heureuse de revenir ici. Vous savez que je viens régulièrement au rendez-vous des lois, qui sont pour moi une façon de, comment dire, renouer avec l'enthousiasme que vous manifestez et que nous partageons, je crois, parce que quand on vient à voir, comme auditeur, c'est parce qu'on a la passion de l'histoire. Alors moi j'ai la passion de l'histoire, avec un grand H, toute période confondue, mais j'ai aussi, et surtout, bien sûr, celle du Moyen-Âge que je défends. Et là, je réponds maintenant à votre question. Justement, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? C'est une très longue histoire. Très, très longue histoire. Il y a 20 ans que je porte à peu près ce projet. Et j'avais commencé à écrire. Je n'étais pas satisfaite. Je suis revenue sur le métier. Et puis, d'un seul coup, je me suis dit, là, ça y est, j'ai compris. J'ai noué les fils. C'est-à-dire que partant de la grâce royale, sur laquelle nous reviendrons sans doute, sur laquelle j'ai fait mes premiers travaux en thèse d'État, porte là-dessus, de grâce spéciale, je suis arrivée à l'idée que cette grâce était porteuse de peine de mort. Et que par conséquent, quand j'ai compris que quand on graciait, on affirmait la peine de mort, la boucle était bouclée. Et j'ai commencé à écrire. Voilà. Alors, bon, c'est pas toujours facile d'écrire. Ceux qui le font savent bien que c'est presque sacrificiel. On peut dire que c'est un sacrifice. Oui, c'est une épreuve. Voilà. Mais bon, je dois dire que... Alors, je n'ai pas relu. Je n'ai pas relu. Et je ne suis pas prête de le relire, je pense. C'est trop tôt.
parce que je vais y voir tous les défauts. Et puis, vous savez, aussi paradoxal que ça puisse paraître, la recherche continue. Je trouve encore d'autres textes, et je me dis parfois, ah, t'aurais mieux fait de prendre celui-là. Et c'est trop tard. Une fois que c'est écrit, c'est rigidifié. C'est infernal, finalement. Quand on écrit une thèse, on en écrit aussi une, on a l'impression que quand on redécouvre des archives, on se dit, mais si on les avait eues, Voilà. aussi bien les contemporanistes, les médiévistes, j'imagine, car vous avez dû faire une sacrée sélection dans les sources, on y reviendra. Alors, ce travail sur ce thème paraît évident de loin. Quand j'ai vu le titre, la peine de mort, condamné à mort au Moyen-Âge, ça me paraissait évident de loin. Et pourtant, je n'ai pas trouvé d'équivalent à votre ouvrage en préparant des cours, ou même en cherchant, en préparant cette intervention. Est-ce que les historiens se désintéressent de ce thème, ou bien est-ce qu'ils sont pris par, finalement, cette a priori que tout est chinois dans le Moyen-Âge? Pourtant, on a discuté, on a débattu sur cette noirceur relative du Moyen-Âge. Oui, alors vous savez d'abord, ce livre ne s'appelle pas La peine de mort. Il s'appelle Condamné à mort, ce qui n'est pas la même chose. Parce que ce que j'ai voulu montrer, on va le dire sans doute aussi, c'est la façon dont les juges au Moyen-Âge prennent la décision, finalement, de condamner à mort, qui est concerné et pour quelle raison. Donc ça n'est pas la peine de mort. Je me suis même un petit peu battue avec mon éditeur, ici présent, qui voulait que ce soit la peine de mort parce que, bon, c'était plus logique. Car il y a une peine de mort, il y a même des peines de mort en Antiquité, excellent livre. Il y a une peine de mort de Bastien sur l'époque moderne, qui est excellent, un livre excellent. Donc ça existait déjà. Et donc c'était tout à fait normal, et je comprends très bien l'argument. Il fallait faire en quelque sorte le go-between, Antiquité, époque moderne. Et puis on sait qu'à l'époque contemporaine, finalement, la peine de mort a été au cœur évidemment des préoccupations jusqu'à son abolition en 1981, et c'est encore dans les préoccupations de l'histoire de l'Association pour l'histoire de la justice, dont je fais partie, puisque je suis vice-présidente et j'en suis très fière. Donc, condamné à mort, ça n'est pas la peine de mort tout à fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, mais c'est la mise en marche de l'appareil qui va faire en sorte que l'individu va finir, en général au gibet, puisque c'est la peine de mort la plus fréquente. Très peu de femmes, elles sont plutôt enfouies. Certaines sont pendues dans certaines régions, et surtout à partir du XIVe et surtout du XVe siècle. La pendaison s'applique aussi aux femmes. Elles sont enfouies. Ou brûlées. Donc, on a... Mais ce qui m'intéressait, et ce qui m'intéresse dans ce livre, ça n'est pas le spectaculaire. C'est pas ça que je cherche. Vous ne trouverez pas beaucoup de sang qui coule. Vous le dites d'ailleurs. Vous ne trouverez pas de douleur du condamné, même si ça m'inquiète. C'est-à-dire, au fond, quand vous êtes condamné à mort au Moyen-Âge, et qu'on vous dit, là aussi on y reviendra sans doute, condamné à mort parce qu'inutile au monde. Comment vous ressentez la sentence? Ça, je suis incapable de répondre. Mais je ne dis pas que ça me laisse indifférente. Voilà. Oui, alors on voit quand même parfois, à travers certaines lignes, notamment à l'entrée de l'ouvrage, il y a quand même une préoccupation de loin, citoyenne, où on le voit évidemment à la fin, on voit qu'on n'est pas insensible à ces réflexions contemporaines, mais sans jamais bercer évidemment dans l'anachronisme. Et on revient toujours à votre fil directeur, votre fil rouge du départ, qui est de comprendre le mécanisme de la peine de mort, pardon, de la condamnation à mort, c'est le mécanisme de la peine. Mécanisme de la peine de mort. Oui. Et la question que je vous ai tout à l'heure, c'est justement, en aval de votre réponse, c'est finalement, est-ce que les historiens, on l'a dit, du Moyen-Âge, ont peur de traiter cet objet, ou bien est-ce que c'est un problème qu'ils n'ont absolument pas vu, ou bien est-ce que les sources qu'ils voient, ils les voient à travers un autre prisme? Est-ce qu'il y a un problème de source? Alors, il y a un problème de source, certainement, mais ce n'est pas la raison. Je pense que ça n'intéressait pas grand monde, et que, si vous voulez, l'histoire de la justice a été très longtemps vue seulement sur le plan institutionnel, et confiée aux historiens du droit, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, et que je respecte infiniment, mais qui travaillent sur la théorie, c'est-à-dire les coutumiers, le droit romain, le droit canonique.
et qui par conséquent voit la peine de mort à travers des adages, des définitions, et s'en réfère, pour les plus ouverts, à Philippe de Beaumanoir. On est donc vers 1285, les coutumes de Beauvaisis, où, dans la partie sur le pénal, Philippe de Beaumanoir dit comment on doit exécuter en fonction du crime. Les faux-monnayeurs doivent être bouillis, les sorciers brûlés, les meurtriers traînés sur une claie et pendus, et les voleurs pendus, qui sont d'ailleurs des rites, des rituels, qui sont parfaitement respectés. Le problème n'est pas, si vous voulez, dans le fait de les respecter, mais c'est de savoir s'ils sont réellement appliqués, comment ils sont appliqués, pour qui sont-ils appliqués, et dans quelle proportion sont-ils appliqués. Est-ce que tous les faux-monnayeurs sont bouillis? Est-ce que tous les sorciers sont brûlés? Voilà la question importante, me semble-t-il. Donc, c'est pour ça que ce livre traite des pratiques de la justice. Le mot dans ce titre, des pratiques de la justice. Et ça n'a pas intéressé avant que des historiens, dont je suis évidemment, s'intéressent parallèlement à l'anthropologie. C'est en unissant l'histoire à l'anthropologie que j'ai fait ma propre thèse sur les rémissions. C'est en unissant l'histoire de la justice à l'anthropologie que j'ai pu écrire ce livre. Alors il ne s'agit pas de plaquer l'anthropologie. Je ne crois pas l'avoir fait, ni dans le premier ouvrage, ni dans celui-là. C'est, si vous voulez, d'utiliser le fait que c'est l'homme qui est au centre. Et que la justice, elle n'est faite que pour les individus qu'elle concerne. Il y a un va-et-vient constant entre la société et la norme. Les normes sont créées, bien sûr, d'en haut par des lois, des codes, le code Justinien en l'occurrence pour la période médiévale, qui est calqué sur le droit romain, vous le savez, le droit canonique, avec le décret Gratien et les décrétales, et puis, effectivement, ces coutumiers qui, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, et là on est en plein XIIIe siècle, ne sont pas si loin du droit romain. Même si vous voulez, il précise justement des rituels, qui montrent d'ailleurs l'importance de la société dans la définition de la justice. Parce qu'ils sont faits sur le même plan que le code, et ils reprennent beaucoup d'adages du droit romain, montrant que tout méfait doit être puni. C'est ce que dit Beaumanoir, tout simplement. Donc on reprend, il y a une espèce de, comment dire, d'insinuation, même plus que ça, d'influence très forte qui a détrempé la coutume à l'aune du droit romain. Le droit romain a chapeauté beaucoup plus qu'on ne l'a pensé, y compris dans le nord du royaume. Ça, ce sont les dernières découvertes. Alors, il y a très peu de spécialistes de l'histoire de la justice, très peu. Parce que justement, c'était les institutions. Et donc vous imaginez, dans l'école de Fernand Braudel et les annales, les institutions, pan. Donc, c'était un petit peu flingué, et il y a évidemment une sorte de méfiance, il y a eu une sorte de méfiance. Donc on essaie la justice aux juristes. Et moi je dois dire que ma grande rencontre, ça a été les lettres de rémission, les lettres de grâce du roi de France, où là il y a des récits de la société. Et le lien entre la société et le roi pour obtenir la grâce. Par conséquent, il fallait comprendre ce qu'était la société, pour comprendre ce qu'était la justice, et par conséquent comprendre ce qu'était l'État. Donc, le politique pour moi, il n'est pas séparé du social, c'est pas possible.
pas possible dans ma perspective à moi. Et donc c'est comme ça que, si vous voulez, j'ai effectivement tranché, si j'ose dire, par rapport aux autres, dans un domaine où, Dieu merci, j'ai eu beaucoup d'élèves, et ce qui m'a permis de rayonner. Voilà. Et puis, il faut bien dire, vous avez rappelé l'Institut universitaire de France tout à l'heure, ça m'a aussi donné beaucoup d'audience internationale, ce qui fait que, Dieu merci, les spécialistes qui travaillent sur la justice, il n'y en a pas qu'en France. Vous comprenez, quand vous travaillez avec Dan Smale aux États-Unis, et maintenant à Harvard, et que il vous écrit un livre qui s'appelle « Les consommateurs de justice à Marseille », hein, je le traduis, le titre, hein. Bon, c'est quand même la consommation de la justice à Marseille. Vous vous dites, attention, hein, on a changé tout, c'est-à-dire que l'institution, elle est vue par la société. C'est très vrai ce que vous dites, on voit bien l'évolution entre les années 80-90, où on faisait, nous, de l'histoire médiévale, où on séparait le politique de la justice, du sociétal. Et, par exemple, plus tard, on réfléchissait à Beaumont-en-Argonne, 1182, vous savez, la loi de Beaumont qui a été reproduite, etc. Et on ne peut plus dire aujourd'hui que simplement ça redessine les rapports sociaux entre seigneurs et paysans, puisque avant tout c'est un rapport politique, puisqu'il crée des jurés, il crée la mer, etc., etc. Et ça, franchement, on le doit à des historiens comme vous le dites d'ailleurs dans le manuel publié au PUF sur l'ensemble de l'histoire du Moyen-Âge, et ça pour nous c'est quand même assez neuf de le dire, de l'écrire, et c'est entré maintenant dans les mœurs universitaires, oui, je pense. Et chez les chercheurs depuis un petit peu. Oui, je pense. Heureusement. Parce que le manuel auquel vous faites allusion, la première édition, c'est 96. Oui. Donc, quand même, alors j'espère que, si vous voulez, ça se diffuse, les idées. Hein. Il faut toujours les remettre. C'est pour ça que j'aime bien venir à voir. Vous voyez, parce que de temps en temps, ça me permet aussi à moi de remettre mes propres pendules à l'heure. Hein, et de dire, bon ben voilà, je vais peut-être faire passer une autre vision du Moyen-Âge que celle traditionnelle qui est sur les chaînes de télévision ou dans les médias, en général. Même si j'ai rien contre les médias et les télévisions. J'ai dit. Alors, revenons justement aux sources que vous évoquez dans votre réponse sur l'historiographie, les avancées, etc. Alors, j'aimerais savoir un peu quelles sources vous avez utilisées. Vous limitez finalement votre étude, c'est pas minoratif, parce que vous limitez votre étude à Paris et aux alentours. Vous pouvez nous préciser peut-être les limites. Et puis la question qui vient après, alors est-ce que c'est un problème de source? Est-ce que finalement vous vous arrêtez au Royaume de France parce que c'est la norme pour tout le Royaume de France, c'est-à-dire que ce mécanisme de la peine de mort en Île-de-France, Île-de-France, est le même pour toute la France, et finalement c'est un bon observatoire, le site, l'espace géographique que vous avez choisi, de ce qui se passe dans l'ensemble du Royaume. C'est une excellente question, parce que si je n'avais pas limité géographiquement, je n'aurais jamais pu faire ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une vision européenne. J'ai suffisamment discuté, je l'ai dit tout à l'heure, avec des collègues étrangers, et vous pouvez mettre à part, dans un premier temps chronologique, j'entends, à part chronologiquement l'Italie et les cités communales, où la justice, là, effectivement, s'applique dans un espace réduit, ville par ville, la ville rayonnant sur son compte à dos, avec un droit quand même romain présent, même s'il y a aussi des coutumes, et ville par ville, et par conséquent, là, vous avez un premier aspect, si vous voulez, auquel je n'ai pas voulu vous frotter, parce que je le connais, il y a de légères différences avec ce que je connais pour le Royaume de France, mais c'était trop large pour faire sur le plan européen. Il y a une synthèse européenne, elle n'est pas très bonne, justement. Donc voilà, c'est un risque. Ensuite, vous avez l'Angleterre. Alors l'Angleterre, qui conserve beaucoup plus longtemps, jusqu'à nos jours pratiquement, si c'est matiné maintenant, la common law, hein, qui est le type même du procès américain que vous avez vu avec Strauss-Kahn, hein, et qui par conséquent, ben, c'est très, très significatif, très intéressant, très différent de ce que nous connaissons, nous, qui travaillons, qui sommes travaillés, je devrais dire, par la procédure romano-canonique, qui se développe à partir du XIIe siècle. Donc il fallait faire des choix. Alors j'ai choisi le Royaume de France, parce que mes sources, depuis le départ de ma recherche,
sont effectivement portent sur le royaume de France, je vais y revenir, et même dans le royaume de France, vous êtes obligé de réduire. Je n'ai pas parlé des principautés, même si je les connais, je connais les lettres de reddition du duc de Bourgogne, par exemple, je connais celle du duc de Bretagne, je connais la justice de la Bretagne, mais c'était là aussi prendre des exemples qui allaient disséminer ma pensée. Parce que j'avais un objectif. Savoir qui, quand, où, combien. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. C'est pas des exactement compétences, je commence par combien. Et bon, combien, et comme je ne peux pas répondre, je termine par qui. Et quand on voit qui c'est, on comprend qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà, c'est si vous voulez, alors du coup, c'est effectivement l'île de France, je dirais plus large que l'île de France, parce qu'il y a le Languedoc, je cite quand même quelques exemples, beaucoup tirés même du Languedoc. J'ai fait des comparaisons aussi urbaines avec la très belle thèse de Mathieu Vivas sur Périgueux, sur les sépultures typiques, qui prend l'exemple de Périgueux. Et comme Périgueux est une ville intéressante parce qu'on a la démographie étudiée par Madame Higounet, donc on peut faire des comparaisons intéressantes. Donc j'ai fait des sondages, si vous voulez. Dans des justices aussi seigneuriales, comme celle de Bressuire, par exemple. Vous voyez, là on est dans le Poitou. Donc, j'ai plus large que Paris et l'Île-de-France, même si Paris, effectivement, est un cas particulier dont on pourra reparler. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sources sur lesquelles j'ai travaillé sont des sources royales, tout simplement, en priorité. En priorité. Source royale, lettre de rémission, que je connais depuis très longtemps, et puis le Parlement de Paris. Le Parlement de Paris est aussi paradoxal que ça puisse paraître, personne n'avait travaillé sur le pénal au Parlement de Paris au Moyen-Âge. Alors il est vrai que le pénal, quand vous allez dans la galerie du Parlement, le pénal ne fait que quelques registres par rapport au civil qui inonde totalement les rayonnages. Parce que la vraie justice au Moyen-Âge, c'est pas le pénal, ce sont les biens. Hein, c'est la noblesse qui discute des biens, de ses héritages, de ses tutelles, etc. Et tout ça, ça intéresse beaucoup plus les juges médiévaux que le pénal. Mais le pénal, quand même, il fallait quand même chercher. Et là, alors, il y avait eu une publication des premiers registres, qui sont un peu particuliers, de X2A. Donc c'est la série X2A, simplement. X2A de 1 à 4, qui est un peu particulière, ça avait été publié sous la forme des confessions de condamnés à mort par Yvonne Lanhers. Bon. Mais c'est tout, il n'y avait rien sur le pénal. Mais rien. Alors là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu beaucoup d'étudiants, des étudiants de grande valeur. Et j'ai fait travailler sur le pénal. Je les ai suivis, évidemment. Quand un étudiant travaille, il faut être derrière quand même, de temps en temps, et même souvent, pour aller aux archives avec lui, etc. Bon. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que tu écrives. Parce que tu leur dois ça. Tu leur dois tout ce travail qu'on a fait ensemble, tous ces séminaires qu'on a passés à évoquer le sujet. Vous voyez? Donc, le Parlement de Paris, avec son rayonnement, qui est quand même un rayonnement qui n'est pas mince, d'autant qu'à partir on va dire de 1400, pas tout simplement 1420, le Parlement déménage à Poitiers, et puis là, on voit si vous voulez, son rayonnement changer de direction et incorporer le fameux royaume de Bourges. Hein, comme je dis toujours, finalement, le traité de Troyes, c'est merveilleux. Vive la guerre de 100 ans. Ben oui, vive la guerre de 100 ans. Parce qu'elle a permis, si vous voulez, la diffusion du système politique à l'intérieur du royaume et la cohésion du royaume. Et la cohésion du royaume, paradoxalement. Ça, c'est un autre histoire. Mais vous nous invitez à réfléchir. Et vous ouvrez des pistes pour d'éventuelles recherches. Alors, je voulais juste rappeler pour le Parlement, pardon, parce qu'il y a des étudiants ici qui découvrent l'histoire du Moyen-Âge, le Parlement de Paris étant
on peut le redéfinir comme la Cour de justice suprême Voilà, tout du à fait. royaume, c'est la grande Cour de justice. C'est la grande Cour de justice qui est mise en place par Saint-Louis d'abord, et puis ce sont ses successeurs qui ont, on va dire, verrouillé les accès au Parlement, avec des clercs et des laïcs, hein, parmi les juges, et on peut dire que le Parlement se met vraiment en place. Alors, il y a une date très importante, 1333, c'est la grande ordonnance de réforme de Philippe le Bel, où est créé le procureur. Donc, qu'est-ce que c'est le procureur du roi? C'est à peu près le ministère public actuel, vous voyez. Puis ensuite, d'autres ordonnances, 1345, et puis une grande ordonnance de réforme en 1454, pardon, avec Charles VII. Alors, le Parlement était connu. Les gens du Parlement étaient connus par la très belle thèse de François Sautran, mais elle n'est pas rentrée du tout dans l'exercice de la justice. Elle a cherché à savoir qui étaient ces parlementaires. Donc, si vous voulez des renseignements sur les parlementaires à la fin du Moyen Âge, c'est la thèse de François Sautran. Mais, bon, ce Parlement, il juge en première instance de cas particuliers et de nobles, des nobles, et il juge surtout en appel. Alors, en appel, immédiatement, on se réfère à Beaumanoir. C'est pour ça que c'était pas très bien travaillé. On se réfère à Beaumanoir. Les cas d'appel sont exceptés du Parlement en cas pénal. Autrement dit, peine de mort, pas d'appel. Jusqu'à ce qu'un juriste frotté d'histoire, on va dire ça comme ça, Louis de Carbonnières, écrit une très belle thèse sur, justement, où il démontre, sur la procédure au Parlement, la procédure criminelle, où il démontre que le Parlement a biaisé, avant la grande ordonnance qui définitivement met en route l'appel en peine de mort, ce qui est 1499, il y a quelques avancées en 1454, mais bien avant, les juges du Parlement jugent de la peine de mort, quand elle a été mal accomplie. On fait le procès de la peine de mort. Voilà, on fait le procès de la peine de mort et c'est mon nom. Alors, entrons, merci beaucoup pour cet éclairage sur le Parlement. La question centrale, c'est finalement pourquoi peut-on être condamné à mort au Moyen-Âge? Pourquoi condamner quelqu'un à mort? On est surpris de voir que la peine de mort est de plus en plus une peine maîtrisée en vous lisant. Oui. Qu'elle n'est pas, pardon pour l'expression, distribuée massivement. Alors que les clichés sur le Moyen-Âge en habit dur encore, même dessus. C'est bien un point, ce livre va peut-être permettre de nouveau de nuancer certains pans d'une histoire qui est encore peut-être un peu trop noircie. Cela dit, vous ignorez à un moment, deuxième question en une, finalement, le Moyen-Âge n'est pas aussi violent, on le croirait, mais il l'est tout de même. Bon, ma première question, c'est sur cette peine de plus en plus maîtrisée, qui laisserait penser effectivement que le Moyen-Âge n'est pas aussi noir sur ce plan-là, sur le plan judiciaire, mais peut-on aller jusqu'à dire que le Moyen-Âge, finalement, n'est pas si violent que cela? Deux questions. Oui, deux questions en une. Là. Je me demande si je vais pas commencer par répondre à la deuxième. Au fond, c'est compliqué. Parce qu'il y a dire que le Moyen-Âge n'est pas violent, c'est une erreur. Je vous dis ça. Et la violence est codée. Voilà. C'est ça la clé. La violence est codée. C'est-à-dire qu'on n'est pas violent n'importe comment, n'importe où, et pour n'importe quelle raison. Cette violence est codée, et elle est codée de la façon suivante. Si vous êtes injurié, si vous ne ripostez pas, comme vous êtes dans une société à honneur, et votre renommée est menacée, si vous ne ripostez pas, éventuellement en prenant votre petit couteau à trancher le pain, vous devenez ce que l'autre vous a asséné. L'injure la plus fréquente, fils de putain. C'est la plus fréquente. Ou fille de putain. Si vous ne réagissez pas, et si vous êtes aussi, alors, à plus forte raison, avec les putains, si vous ne réagissez pas, votre parenté ne réagit pas, parce que c'est masculin, la riposte, vous devenez ce qu'on vient de vous dire. Vous êtes ce que vous paraissez aux yeux des autres. C'est terrible. C'est terrible comme poids social. Ça veut dire, par conséquent, que si vous ripostez, est-ce que vous commettez un crime? Et qu'est-ce que c'est qu'un crime?
Est-ce que vous commettez un crime? La réponse a été longtemps non. Vous payez seulement le prix du sang, une transaction, et de la monnaie face à l'adversaire, hors tribunaux. Et à partir du moment où se met en place la justice et la procédure romano-canonique, ça devient plus compliqué. Même si certains juristes encore, très réputés du XIIe siècle, du XIIIe siècle même, disent que ces beaux faits ne sont pas pendables. Donc on ne doit pas riposter par une peine de mort. C'est un beau fait. On s'est vengé, on a restitué son honneur, et on est, comme on dit maintenant, droit dans ses bottes. Voilà. Bon. Sauf que les juristes qui entourent les rois de France, qui entrent au Parlement, sont formés au droit romain, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et eux, pour eux, nul crime ne doit rester impuni. Ça, c'est une maxime. Et en particulier, le crime de sang. Donc, le crime de sang va basculer dans la judiciarisation. C'est ça, l'histoire de la justice. Les crimes ont une histoire, si j'ose dire. Ils ne sont pas nés ex nihilo de la tête du juriste. Hein. Ils ont une histoire et la société et la vie politique les met en place. Donc donc je réponds quand même à votre question, vous voyez, en disant, oui, on a comment dire, une violence. J'ai pris la violence la plus ordinaire. On a d'autres formes de violence, bien sûr, mais qui sont communes, j'allais dire, à notre propre société. Hein? À ceci près que l'accident, par exemple, au Moyen-Âge, est considéré comme un crime. Hein? L'accident de voiture que nous banalisons de façon quand même un peu légère, au Moyen-Âge, ça ne serait pas passé. Donc il y a des histoires. Il y a une histoire de la criminalisation. Donc, une société violente, oui, codée, qui fait que les réseaux de solidarité sont tels qu'il y a quand même pas mal de limites quand même à cette violence. Est-ce que le problème, c'est de savoir si tous ces crimes de violence sont sanctionnés et comment ils sont sanctionnés? Car vous allez tout de suite me dire, mais alors à ce moment-là, effectivement, il doit y avoir pléthore dans les tribunaux pour juger de ce genre de choses. La réponse est non. La réponse est non. Il y a dans les tribunaux pour juger l'injure, éventuellement, d'ailleurs, qui est taxé, souvent dans les villes, 5 sous en général. Mais il n'y a pas forcément une sanction de type pénal se terminant par une peine de mort, bien loin de là. Au contraire. Que fait le roi? C'est là où c'est génial. C'est génial. Vraiment génial. L'entourage royal invente en 1304 la lettre de rémission. La lettre de grâce. Alors, on va me dire pourquoi c'est génial. Eh bien parce que la lettre de grâce, elle est accordée dans plus de la moitié des cas, et quels que soient alors les endroits, partout, la lettre de grâce est accordée dans plus de la moitié des cas à la violence pour beaux faits, à l'homicide commis pour l'honneur, qui n'était pas criminalisé et qui, par le biais de la grâce, entre dans les règles de la justice moderne. C'est génial. Vous vous rendez compte? Et c'est pas mince. 200 lettres par an conservées dans la période que j'appelle le temps vivant de la grâce, 1350, 1450, grosso modo. 200 lettres conservées au Trésor des Chartes, concédées par la chancellerie, cette fois, pas par le Parlement, concédées par la chancellerie. Et parfois concédées même contre le Parlement. Ça devait être joli. Quand ils se rencontraient entre notaire de la chancellerie et juge du Parlement,
quand le roi avait gracié, alors, bon, pour l'homicide, pour l'honneur, non, tout le monde est d'accord, c'est un beau fait, tout le monde partage l'honneur, le roi lui-même le loue. Donc pourquoi irait-il contre? Il a trouvé son moyen, et ça, ce sont les légistes de Philippe le Bel. Philippe le Bel, c'est fondamental, hein, le règne de Philippe le Bel. Il est le basculement qui durcit les institutions mises en place déjà par ses prédécesseurs, bien sûr, de Philippe Auguste, surtout à Saint-Louis, qui est le grand roi de la justice. Quand même, hein. Bon. Donc on a là, vous voyez, quelque chose qui contrebalance et répond à votre question quand même. Cette violence, elle n'est pas débridée, et elle n'est pas, comment dire, elle fait partie de la société. Donc c'est très difficile de la juger. Et l'astuce, ça a été de la juger autrement. Vous dites beaucoup dans votre ouvrage, c'est aussi un point central, qu'il y a un lien évident entre l'exécution capitale et l'exercice de la souveraineté, que c'est central. Vous montrez bien le fonctionnement des principales institutions qui sont en charge de statuer sur la peine de mort, de penser la peine de mort, le Châtelet, le prévôt de Paris, le Parlement, la Cour, mais le roi a toujours le dernier mot sur la longue période que vous étudiez. Ou bien est-ce que c'est déjà un souci qui est celui de la centralisation du pouvoir, un souci de réunir tous les pouvoirs entre ses mains, qui le pousse, lui, à avoir forcément le dernier mot? On n'a pas l'impression qu'il a le dernier mot toujours. Non, il n'y a pas de monopole de la justice. Il n'y a pas de monopole de la justice, c'est évident. Il y a trop de parcellisation. Il y a beaucoup de justice seigneuriale qui reste quand même. Les justices princières, bien sûr, ça j'en ai pas trop parlé parce que c'est d'évidence même. Hein. Le roi n'est pas juge en Bretagne, hein. Même s'il y a des appels au Parlement de Paris, possible. Hein. Il y a quand même des appels, il ne faut quand même pas le négliger. Il y a des autorisations accordées à des Bretons. Hein. Et pourtant, la Bretagne pas est fixée en 1532. Voilà. Hein, oui, bien sûr, mais elle fait partie du royaume de France. Hein. Les Bretons ne le savent pas, mais elle fait quand même partie du royaume de France. Donc, on a là, bon, comment dire, le roi, il va essayer quand même, justement par le biais de la rémission, avoir le monopole. Alors, il peut l'avoir, mais vous savez, c'est compliqué. Je vais vous citer un exemple que j'aime beaucoup, que je traite dans le livre, qui est celui de Blanche d'Auvergne. On est vers 1440, Blanche d'Auvergne est l'épouse de Guillaume de Flavie, capitaine du roi à Compiègne. C'est celui qui aurait laissé partir Jeanne d'Arc, vous voyez, bon, ce qui est faux, mais bon, on ne rentre pas là-dedans. C'est donc le capitaine du roi de France. Donc il est sous sauvegarde du roi. L'attaquer, c'est devenir criminel de lèse-majesté. Bien. Blanche d'Auvergne, qui est une jeune femme, noble de naissance, très noble même, surplombant même le lignage de son mari, et elle a un amant, qui est lui-même capitaine du roi, Pierre de Louvain. Pierre de Louvain et elle fomentent le meurtre de Guillaume de Flavie. Ils réussissent, et à ce moment-là, l'ennui, c'est qu'ils avaient un fils, et que les frères de Guillaume de Flavie veulent l'héritage, évidemment, pour leur neveu, en tutelle. Bon. Donc vous voyez déjà, premier obstacle. Deuxième obstacle, elle obtient très vite du roi de France une lettre de rémission pour un meurtre prémédité. Contestation de la lettre par les frères de Flavie devant le Parlement. Procédure d'appel. Vous voyez, la justice, par conséquent, déléguée du roi, les juges du Parlement, contre la justice retenue du roi, la chancellerie. Les plaidoiries sont extraordinaires. Extraordinaires. Parce que les avocats, on n'a pas encore eu le temps de le dire, peut-être qu'on n'aura pas le temps de le dire, mais je le dis au passage, les avocats, c'est une mine de rhétorique extraordinaire.
Une rhétorique de la peur. Une rhétorique de la peur, bien sûr, bien sûr. Alors, l'avocat des Flavies demande la peine de mort, ou au moins le bannissement, ou au moins qu'elle fasse amende honorable, ou au moins qu'elle soit mise en religion, et qu'elle ne porte jamais l'habit de deuil, qu'elle n'a pas mérité de porter puisque c'est une épouse infâme. Que croyez-vous qu'il arrive? Le roi est passé en force. Il a besoin de Pierre de Louvain. Pierre de Louvain, c'est lui qui lui permet de conquérir la Normandie. C'est lui qui rentre à ses côtés. C'est un excellent officier. Mais l'affaire n'est pas terminée. L'affaire n'est pas terminée parce que, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, les frères de Flavie ont continué à poursuivre Pierre de Louvain. Ils ont tenté une première fois de le faire assassiner par des tueurs à gages à Bordeaux. Le complot a échoué et les tueurs à gages ont été pendus. La justice militaire, là, c'est du racisme. Mais c'est pas terminé encore. Ils ont fomenté un deuxième attentat, qui celui-ci a réussi dans la forêt de Compiègne. Pierre de Louvain, donc 10 ans après les faits, plus de 10 ans, 15 ans après les faits, a été assassiné. Et le frère, l'un des frères de Guillaume de Flavie, lui a crevé les yeux. C'est la vengeance qui a gagné. La justice a échoué. Dans le cas Blanche d'Overbruck, elle a eu 3 maris. Voilà, je crois que j'ai résumé un peu, s'il y a la complexité énorme, la vengeance omniprésente. Le conflit entre une rémission trop forte, trop comment dire, illégitime, sur un crime normalement irrémissible, qui est le meurtre de l'époux. Hein, un crime normalement irrémissible. C'est ce que je montre. Je montre que là, l'irrémissibilité s'est développée au fur et à mesure que la rémission. On définit les crimes irrémissibles. Et les villes définissent les crimes irrémissibles. Donc on a, vous voyez, un enchevêtrement tel que c'est extrêmement complexe de dénouer les fils. Et le cas là me semble tout à fait Et on voit toutes les limites qui sont posées au pouvoir royal. Ce qui va être le combat du pouvoir royal à l'époque moderne, c'est casser ces cadres en quelque sorte. Et là, vous voyez qu'il a échoué. La justice a échoué. La vengeance a gagné. La vengeance a gagné. Et quand même, j'aime beaucoup ce cas, parce qu'il est tellement fort, si vous voulez. Et alors, du coup, vous avez une justice aussi qui est bancale. Parce que vous avez, par exemple, en matière de vol, c'est un crime très difficile à tuer. En matière de vol, vous pouvez avoir quelqu'un qui est pendu ou quelqu'un qui obtient une lettre de rémission. Justice à 2 vitesses. Et dans des conditions sociales égales. Hein. Là, je prends le valet, vous voyez. Mais si le valet a un peu plus d'entre-gens parce qu'il a un maître qui a un peu plus d'entre-gens, il peut obtenir une lettre de rémission. La lettre de rémission est payante, pas très chère. C'est très rapide, très efficace. Le problème est résolu en moins de 6 mois. Oui, qui dit mieux. Hein, en moins de 6 mois. Donc, ce qui explique son succès, évidemment. Alors, on parle de tous ces acteurs, on parlera des avocats, effectivement, tellement de choses, on ne dira pas tout, évidemment. Il y a les bourreaux, ça, on va s'occuper des bourreaux après. Mais quand même, parmi tous les acteurs, il y a l'Église. Comment elle interfère, j'imagine, l'Église? Elle interfère. Et comment elle interfère? Être condamné à mort, c'était quand même dans l'imaginaire. On verra aux images après, puisque le thème de l'année concerne les images, et qu'il y a un beau cahier de photos, un beau cahier dans l'ouvrage, on verra sur tout ce qui est imaginaire. Mais l'Église interfère. Comment interfère-t-elle? Parce que être condamné à mort, c'est finalement, dans l'imaginaire, le plus sûr chemin pour aller en enfer. C'est bien l'idée qu'on s'en fait au Moyen-Âge.
Alors, j'imagine en plus que dans les siècles de traité, la lutte contre l'hérésie, comme Chandot, doit compliquer l'affaire, si vous permettez l'expression, et finalement, est-ce que ça ne participe pas non plus au développement un peu facile de la peine de mort, que de l'autre côté, le roi essaie de freiner, quelque part. Alors, c'est vaste. L'Église, normalement, ne condamne pas à mort. Ça, il faut voir l'idée. Alors, l'idée simple, elle a horreur du sang. Cet adage n'est pas médiéval, mais il a été peut-être dès le XVIe siècle, en tout cas, sûrement à la postérieure. Voilà. Mais peu importe que l'adage ne soit pas formulé, c'est pas très grave. C'est la réalité qui compte. Normalement, la justice d'Église, c'est-à-dire les officialités, qui traitent des crimes de meurtre et aussi du sort des clercs, rationnés, personnés en raison de leur statut personnel, c'est-à-dire des clercs, rationnés matériels en raison du motif du délit. Donc il y a des motifs de délit qui normalement relèvent de l'Église. La sorcellerie, l'adultère, tous les problèmes de couple, l'infanticide éventuellement même, pourraient relever de l'Église. Mais elle ne condamne pas à mort, elle livre simplement celui qu'elle voudrait condamner à mort au bras séculier. Cela, justement, du fait du développement de l'hérésie au cours du la fin du XIIe et au XIIIe siècle. Seulement, l'hérésie a fait effectivement changer les choses. Et le grand personnage, là, dans cette affaire, c'est Innocent III, à la cheville du XIIe et du XIIIe siècle. C'est lui qui, c'est le grand pape, qui décide finalement que c'est moins important de condamner un innocent que de ne pas obéir à la loi. Je résume. Et par conséquent, la lutte contre les hérétiques doit se poursuivre jusqu'à la mort, parce que même s'ils sont innocents, c'est pas grave, de toute façon, Dieu reconnaîtra les siens dans l'au-delà. Enfin, on a, je parodie un peu, mais c'est à peu près cela quand même, d'autant que les hérétiques étaient hostiles à la peine de mort. Tout ce qui répandait le sang. Tout ce qui répandait le sang. Donc voilà, un premier pan de l'Église. Mais le deuxième pan, beaucoup plus ancien, c'est saint Augustin. C'est saint Augustin disant qu'il ne peut pas y avoir de peine de mort parce que tout homme, jusqu'au bout, est capable de se racheter. C'est ça, saint Augustin. Et quand il s'en prend au donatisme, donc quand il s'en prend donc aux hérétiques, lui, il accepte la condamnation à mort parce qu'ils sont rebelles, parce qu'ils ont désobéi au pouvoir politique. C'est du fait de leur rébellion, parce qu'ils sont criminels quelque part de lèse-majesté. Il ne le dit pas comme ça, parce que, voilà, il n'a pas lu le code civil et pour cause. Mais, donc, il faut les faire mourir parce qu'ils sont rebelles. C'est uniquement l'aspect politique, c'est pas l'aspect religieux. Donc, vous savez, c'est deux tendances. Deux tendances. Qui sont contradictoires. Que seule la somme théologique, Thomas d'Aquin, a réussi à réunir dans le De Justitia de Thomas d'Aquin, c'est extraordinaire. J'expliquais ça avec mes étudiants en amphi, c'était baba, quoi. Extraordinaire, mais c'est tellement, enfin c'est pas facile à expliquer, mais c'est tellement beau ce texte. Il arrivait, lui, à la synthèse, vous comprenez, entre les deux. Moyennant quoi, l'Église freine la condamnation. Elle freine la condamnation. Elle freine, mais jusqu'à quand et comment? C'est un problème. Parce que même les clercs peuvent être criminels. Même les clercs peuvent être criminels, et du coup, la justice laïque tente à dire c'est moi qui vais les poursuivre, c'est ce que dit le prévôt de Paris, Guillaume de Tignonville en particulier, à la fin du XIVe siècle, il est coutumier du fait, il conduit au gibet des clercs
tonsurés, hein, mais en disant ils sont tellement incorrigibles que de toute façon on ne peut plus rien en tirer. On va revenir peut-être sur l'incorrigibilité, mais non, je vais en parler. Donc, ça tire de l'autre côté, alors que la justice laïque, elle, veut envoyer à la peine de mort ceux qui lui semblent dignes de la peine de mort. Alors il arrive un événement. C'est un personnage fabuleux, c'est Jean Gerson. Jean Gerson qui est pris entre les deux, qui dit attention là, hein, vous êtes en train de condamner pour vol, mais ça c'est pas dans le décalogue. Qui en même temps, qui dit il faut confesser les condamnés à mort. Parce que quand on est condamné à mort, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes pendu au gibet, votre corps va se décomposer jusqu'au bout, vous n'avez pas de sépulture chrétienne, c'est interdit, de toute façon, sauf autorisation du roi, ça arrive. Quel est votre sort dans l'au-delà? Ce qui compte pour ces gens du Moyen-Âge, c'est le présent, bien sûr, mais c'est aussi l'au-delà. Et par conséquent, qu'est-ce qui va vous arriver? Si vous êtes confessé, vous avez peut-être des chances quand même d'être mieux remis au moment du jugement dernier, qui est le seul qui finalement vaille. 1397, le roi autorise la confession des condamnés à mort. C'était déjà depuis un certain temps dans certaines villes italiennes. Alors tout le monde dit, oh là là, formidable, quelle miséricorde. Et moi je dis, attention. Oui, bien sûr, il y a un aspect religieux, c'est évident, de ce que je viens de vous démontrer. Mais c'est aussi, de la part de l'Église, l'acceptation de la condamnation à mort. Quelque part. C'est aller contre Saint-Augustin, quelque part. Vous voyez? C'est dire, finalement, au bout du compte, je suis peut-être d'accord avec ce processus. Alors, là, on a bon, si vous voulez, une église qui finalement oscille, hein, entre l'un et l'autre, et c'est ce que je dis dans l'épilogue, d'ailleurs, en montrant les deux décisions prises en 1406 de condamner à mort. Et Gerson va jusqu'à dire, mais au fond, s'il est condamné à mort et qu'il est innocent, est-ce que c'est finalement pas mieux pour lui? Définit une forme de mort chrétienne, oui, voilà. Comme d'ailleurs l'Église est assez ambivalente lorsqu'elle évoque l'économie, le développement, l'interdiction de l'usure, mais il y a toujours voilà, une sorte de prétexte pour finalement valider une décision qu'elle n'aurait peut-être pas validée. J'ai été, alors pour parler de quelques acteurs et laisser la parole au public, j'ai été surpris, il y avait un passage sur la condamnation des animaux. Condamnation à mort des animaux au Moyen-Âge. Alors, surpris, je savais que c'était, mais là, vous nous éclairez et vous, donc, vous introduisez ce fait-là. Qu'est-ce que vous avez découvert là-dessus? Alors, bon, je me suis beaucoup servi de Pastoureau, bien sûr, auquel j'ai une admiration, vous vous en doutez, puis qui est un proche de la justice, de la façon. Voilà. Et surtout, les études les plus récentes sur les gibets montrent qu'on a découvert, alors ça c'est surtout d'ailleurs en Europe centrale, il y a de l'archéologie du gibet, et ça commence à se développer en France, en particulier autour de Martine Charaja à Bordeaux, et de Mathieu Vivas dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est maintenant à Lille, qui était à Bordeaux auparavant. Et donc, on a découvert beaucoup de carcasses d'animaux au pied des gibets, en se posant des questions, évidemment, forcément. Alors, ça vous dit une chose importante, c'est que le gibet, l'homme du Moyen-Âge, qui va conduire son animal de gibet, d'abord, il n'y a pas forcément un procès. Si on cherche des archives avec des procès, on en trouve, puisque Pasteur on l'a trouvé, hein, et on en a d'autres d'ailleurs que ceux qu'il a trouvés, mais peu importe. Bon, on trouve des procès. Mais, procès écrit, ça c'est 1903, hein, procès écrit. Mais on peut très bien aller pendre son animal sans procès. Donc il y a une familiarité
avec le gibet, beaucoup plus grande que le pense. Le gibet ne fait pas peur. Désolé de vous dire. Le gibet ne fait pas peur. D'abord parce qu'il y a très peu de pendus. Mettons Paris à part. Il y a beaucoup de criminels politiques et beaucoup de voleurs qui sont ramenés par le prévôt de Paris de l'ensemble du royaume. C'est pas seulement les Parisiens. Donc, le gibet ne fait pas peur parce que finalement, on y pend des animaux de façon, ça ne veut pas dire courante, mais quand même fréquente, certainement, et ils ont commis un accident. Et ces accidents sont fréquents, surtout quand il y a des enfants. La mort d'enfant. La mort d'enfant, c'est terrible, la mort d'enfant. Il y a un porc, là, alors lui, il est brûlé vif, je crois. Ah oui, tout à fait. À Fontenay-aux-Roses. Voilà, tout à fait. C'est un site de l'ENS. Voilà, tout à fait. Donc, il y a là des animaux, et puis, évidemment, pourquoi est-ce que le gibet ne fait pas peur? Eh bien, parce que d'abord, il est apprivoisé. Il est apprivoisé par le rituel de la peine de mort, où, contrairement à ce qu'on a écrit, le peuple n'est pas ameuté pour avoir peur, il est ameuté pour dire qu'il est d'accord. Il est témoin. Ça, j'essaie de le démontrer. Il est témoin avant d'avoir peur. Il est là pour témoigner, parce que dans un rituel ne marche pas s'il n'y a pas un public. Ah oui, alors je voulais venir justement là-dessus. C'est un spectacle public, la peine de mort. Ah ben bien sûr. C'est un restaurant en France, vous le redites d'ailleurs jusqu'en 1939. Ah ben bien sûr. C'est un spectacle public. Alors là aussi, il faut faire attention aux évolutions. Peut-être que la peine de mort n'est pas ressentie de la même façon par le public au XIXe siècle qu'à l'époque médiévale. Parce que le XIXe siècle est beaucoup plus terrible que l'époque médiévale en matière de peine de mort. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Alors il y a tout un... Si vous voulez, il faut que j'aille peut-être plus loin pour expliquer. Oui. Mais oui, parce que c'est quand même... vous comprenez, à l'époque médiévale, on va aller conduire au gibet celui dont on ne veut plus. Parce que la communauté est d'accord pour l'expulser. Qui est-ce? Un étranger de passage, comme dans l'épisode de celui qui traite les autres de sorciers en disant voilà. Donc, un étranger de passage, un homme d'armes, comme c'est le cas à Reims, un vilain violeur de petites filles, qu'on a enfin pu, parce que le crime est tellement énorme, c'est Bédelay, à Reims, qui d'ailleurs, dont la parenté essaye de le remplacer par une truie. Heureusement que la foule est là pour dire attention, il faut que Bédelay aille jusqu'au bout. Et puis, le mauvais garçon, l'incorrigible dont je parlais tout à l'heure, celui dont Niccolorème, quand il glose Aristote, dit que c'est un banal, qu'il est irrécupérable pour la société, inutile au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est irrécupérable. Donc, ceux que, effectivement, Bonessas-Guéramec appelait des marginaux, un tout petit nombre d'hommes et de femmes encore plus rares, tout petit nombre d'hommes. C'est pour ça que la peine de mort ne peut pas être réalisée. Alors, les comptages, j'ai essayé d'en faire, ils sont nuls. Ils sont très contradictoires selon les sources. En revanche, le développement du raisonnement prouve qu'ils sont peu nombreux. C'est, si vous voulez, par couches successives de ce livre, on arrive dans le dernier chapitre, qui est, justement, ceux qui sont envoyés au gibet. Qui sont-ils? Des irrécupérables pour la société. Ceux qui induisent, c'est pire, les petits-enfants à jouer au dé et à voler leurs parents pour payer leurs dettes. C'est à La Rochelle. Vous voyez? Donc, on a des figures de mauvais garçons qui se mettent en place et qui
sont les gibets. Incorrigible. Voilà. Ce terme est là. Alors ce terme, il est employé au droit canonique, mais il est utilisé par les juges laïcs, puisqu'il peut vous dire qu'au Parlement, pour le jugement de peine de mort, les clercs ne jugent pas. Seuls les laïcs jugent. On voit très bien d'ailleurs dans votre ouvrage. Alors, le condamné à mort, bon, il est supplicié, on pourrait revenir, on n'aura pas le temps. Pourquoi faire subir des supplices pour condamner avant qu'il ne meure? On pourrait poser cette question-là. Il y avait une autre question qui me taraudait là tellement en vous lisant. Vous y répondez, mais évidemment le jeu s'est d'en poser pour que aussi on ait envie d'aller plus loin dans l'approche de votre recherche. Finalement, une fois que le condamné à mort est exécuté, le problème est réglé, ou les hommes, les femmes n'ont-ils pas encore un peu peur de cet irrécupérable? Est-ce qu'on a peur des revenants? Est-ce que l'Église véhicule cette idée que peut-être... Oui. Alors là, j'ai cherché. Je me suis beaucoup appuyée sur le livre de Jean-Claude Schmitt, bien sûr, sur les revenants. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est, si vous voulez, en fait, plutôt les exemples-là portent plutôt sur le mauvais juge qui a mal jugé. Et qui donc on a peur des erreurs judiciaires aussi. Déjà, à l'époque, oui, bien sûr. Bien sûr. L'erreur judiciaire, bien sûr, bien sûr. Et du coup, ça m'amène votre question à redire, je vais la citer, je crois, dans le texte, parce que les têtes, on est au milieu du XVe siècle, au Parlement de Paris. L'avocat du procureur du roi, donc du ministère public, demande la mort. Enfin, la partie adverse demande la mort. Et il répond: quand on traite de la mort d'aucun, l'on doit procéder bien mûrement, donc bien mûrement, bien raisonnablement, et s'enquérir de la vérité du cas. Ça veut quand même dire qu'on ne condamne pas à mort à la légère. On va donc faire suivre tout le processus, procès écrit, des appels à témoins, et on se méfie donc de juger des jugements trop hâtifs. Et finalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en commençant, les juges du Parlement, ils vont regarder si celui qui a été condamné à mort en province par un juge seulement frotté de droit, qui n'y connaît rien à son affaire, ou qui fait partie des haineux de celui qui a été pendu, parce que la justice peut servir à résoudre les problèmes de haine entre groupes, hein, eh bien, il va regarder si ça a été bien fait. Donc, vous voyez que c'est une façon d'appeler la peine de mort. Intéressant quand même. Hein. Et il va dire après, est-ce qu'on s'est enquis de la vérité du cas? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors là, on glisse vers ce que vous contenait votre question. Est-ce qu'il a avoué? Alors, on procède éventuellement, effectivement, à la torture. Mais la torture du Parlement, elle est, si j'ose dire, régulée. Ne croyez pas que je défends la torture, hein, surtout pas. Mais elle est régulée, elle doit être régulée pour être correcte. On ne doit pas avoir mis les pieds du condamné sur des fers ardents. Vous les pieds. On ne doit pas avoir mis du sel dans ses blessures. On ne doit pas avoir mis un poids à la poulie trop lourd. On ne doit pas ceci, on ne doit pas cela. On doit avoir fait comme au Châtelet, c'est-à-dire le grand et le petit tréteau, avoir reconnu l'aveu en dehors de la torture, qu'il répète tout simplement son délit. Ça n'exclut pas la peine de mort. Ce livre n'est pas une démonstration irénique, sûrement pas. Mais ça la régule. Et du coup, d'ailleurs, ça la rend possible. Autrement dit, l'histoire de cette période, qui va du XIIIe au XVe siècle, c'est l'histoire d'un basculement des origines d'une peine de mort plus ou moins anarchique à une peine de mort déjà régulée, qui conduit effectivement vers l'époque moderne, même si ce n'est pas de façon très linéaire. Bien évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure. On la voit bien, cette histoire de l'apprivoisement de la peine,
peine de mort régulée, violence régulée, qui sert à la mise en ordre des mœurs, Oui. qui vous montrait très bien, la mise en ordre des valeurs, c'est ce que voulaient les législateurs, finalement c'est ce que voulaient les rois, ce qu'ils avaient en tête, hein, au fond. Et puis vous montrez aussi, vraiment vous l'apprenez par tous les bouts, si je vous avez l'expression de condamnation à mort, puisque vous en étudiez jusqu'à ces acteurs, les avocats, les juges, les bourreaux. C'est pas n'importe qui peut être juge, c'est pas n'importe qui peut être bourreau. Alors, si on en revient aux bourreaux, c'est qui les bourreaux? Est-ce qu'on est bourreau de père en fils comme on était au 19e siècle et jusqu'au 20e siècle? Quelles sont les conditions finalement pour être bourreau? C'est compliqué. Une législation? Est-ce qu'ils ont des... C'est compliqué. Et là, on attend une étude sur le bourreau. Voilà, mais ça va venir, je pense. Mais c'est très compliqué, parce qu'on imagine le bourreau comme le bourreau de la Révolution française. Tout à fait, oui. Mais non, bien sûr que non, bien sûr que non. Il y a très peu de condamnations à mort. Bon, il y a quelques punitions, mais est-ce que c'est avec ça qu'on peut vivre? C'est non. Autrement dit, ils sont comme les sergents. Ils sont comme les sergents du roi, comme les sergents du roi ou du seigneur. Après, il faut savoir si c'est le seigneur. Ça va bien. Donc, ils ont d'autres métiers, très probablement. Tavernier. Ils peuvent être sergents aussi en même temps. Ou bien chevaucheurs. Enfin bref, d'autres métiers. Mais c'est si rare d'être bourreau que parfois on les cherche vainement. D'abord, quand on décide de condamner à mort dans une ville, éventuellement, il faut remettre en place les fourches, parce que ça fait longtemps qu'elles n'ont pas fonctionné. Et puis, il faut trouver un bourreau. C'est pas évident de trouver un bourreau toujours. Vous comprenez, hein? Parce qu'il y a beaucoup de transactions, parce qu'on échappe à la justice. Parce que comme disent l'avocat des gens de Montpellier, ces gens de Montpellier sont merveilleux. Ça fait 200 ans qu'on n'a pas vu l'un d'entre eux condamné à mort. Que des mauvais garçons, c'est tout. Et quand on parle des gens de Montpellier, c'est les bourgeois. Hein, bon. Donc ils sont exclus de tout ça. Alors, les bourreaux, eh bien, il faut apprendre son métier, effectivement. Il faut apprendre son métier. Et son métier, on raconte que Capluche, pendant la guerre civile, Capluche c'est 1418, il avait été écorcheur, donc il a eu un métier, puis il est devenu bourreau. Alors là les têtes tombaient. Hein. Et finalement, le duc de Bourgogne, parce qu'il avait osé serrer la main du duc, là c'est un crime contre l'honneur. Hein. Bon, il est finalement condamné à mort lui-même et il montre au bourreau qui va décapiter comment il faut faire. Voilà. Bon, ça ce sont les chroniqueurs, mais c'est pas forcément faux. Hein. Donc c'est un métier, ça s'apprend, et c'est grave, parce que si le bourreau rate son coup, la foule présente peut crier et il est, par conséquent, celui qui devait être pendu, est libéré. Car jusqu'au bout, c'est pour ça que la foule est très importante. Jusqu'au bout, il peut y avoir un miracle de Dieu. La corde est trop courte. L'échelle se brise parce qu'elle est pourrie. Et surtout, la foule peut crier sur le passage si elle n'est pas d'accord avec la décision judiciaire. Je vais raconter quand même cette petite anecdote qui est amusante comme tout. Je crois que c'est à 50 ans. La femme du geôlier, qui devait trouver sans doute le prévenu assez beau, j'imagine, c'est moi qui fabule, lui dit, ben voilà, c'est pas compliqué. Vous mettez un capuchon sur votre tête, et quand vous serez arrivé à tel endroit où il y a beaucoup de monde, vous crierez « Clergie, clergie !» Ce qu'il a fait, évidemment. Ça n'a pas trop réussi, mais c'est intéressant de voir. Vous voyez, elle lui a dit, il faut crier « clergie » parce que le clerc, justement, ne peut pas être pendu. Hein? Le clerc, il appartient à la justice ecclésiastique, il doit être jugé par la justice ecclésiastique. Erreur de procédure qui aurait pu, effectivement, lui sauver la vie. Alors, ça n'a pas marché, mais on le sait à cause des plaidoiries, justement. Parce que le juge
le juge est remis en question, le juge laïque est remis en question, et ses partisans disent, bah, attendez, vous voyez là, il y a eu abus de confiance. Alors, avant que laisser la parole au public, tu es l'autre officiellement, avec des guillemets. Est-ce que finalement, ce n'est pas un moyen pour les vivants de régler un certain nombre de questions autour de leur propre mort, des questions à laquelle l'Église ne répond pas, même si elle édifie par l'iconographie, l'image des supplices, les bourreaux sont très présents. Oui, alors là, ils sont faux, complètement faux. Les bourreaux des images, je dirais demain, marathon, les bourreaux des images, ils sont cocasses. Vous comprenez? Ils sont, mais bien sûr, ils sont habillés avec des couleurs dont justement Pasteur montre très bien que c'est la couleur de Judas, etc. Bon, mais il a raison de montrer, ils sont présentés comme des traîtres, bien sûr. C'est comme des diables, hein, comme des diables. Voilà. Mais un bourreau, pour faire son travail correctement, il faut qu'il ait le geste précis. Donc je répète, il ne faut pas qu'il défaille, il faut qu'il soit vraiment à la hauteur, si on peut dire, de sa tâche. Sinon on peut crier effectivement à l'innocence. Vous voyez? Donc je crois que là, il faut se méfier finalement, on revient à ce que je disais au départ, hein, il y a une grande différence entre la théorie et la réalité. La justice médiévale, c'est du bricolage. Et c'est pour ça que les justiciables sont des consommateurs de justice. Parce qu'ils n'ont pas forcément compris qu'ils peuvent aller d'une justice à l'autre, qu'ils peuvent obtenir une définition. C'est quand même extraordinaire que dans la seigneurie de Bressuire, au XVe siècle, il y a 3 condamnations en tout, recensées. Et il y a 16 lettres de rémission. Pourquoi 16 lettres de rémission? Ça, je sais pas. C'est l'amour du censeur. Mais bien sûr, c'est l'amour du censeur. C'est-à-dire que, finalement, ces gens-là n'auraient pas été pendus. C'est évident. Ils auraient payé une très grosse amende. Une très forte amende. Et ça aurait duré devant les justices seigneuriales peut-être longtemps. Ils auraient été, si vous voulez, traînés de procès en procès. Là, 6 mois, c'est réglé. Même pas, 6 mois, c'est réglé. 16 lettres de rémission. Alors, derrière tout cela, il y a effectivement ce que Pierre de Jean appelle l'amour du censeur, c'est certain. C'est-à-dire, finalement, c'est valorisant de requérir humblement au roi de France la grâce pour le crime qu'on a commis. Madame, déjà on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Il vous reste un quart d'heure.